mieux parler devant le micro. Là, on va recommencer donc cette deuxième table ronde, si vous voulez bien. Donc, cette deuxième table ronde qui est intitulée l'exceptionnelle gravité et le soupçon. L'exceptionnelle gravité, c'est un des qualificatifs qui nomme ce qui est nécessaire pour le droit de séjour pour raison de santé. Donc, il y aura 3 interventions. Je vais peut-être les situer toutes les 3, de façon à être plus fluide ensuite, et et je n'interviendrai pas entre les 3 interventions. Donc, la première intervention, intitulée « Psychotraumatisme et les blessures invisibles face à l'administration de la preuve ». Alors, cette intervention, elle sera faite en duo, donc avec 2 personnes et 2 cliniciennes. Et donc, l'une, Laure Volmark, qui ne peut pas être en présence, mais sera donc en distance pour des raisons de santé, mais qui va bien, mais voilà, ne peut pas se déplacer. Donc, Laure Volmark, qui est psychologue clinicienne, coordinatrice nationale du pôle santé mentale du COMED, auteur de nombreux articles dans les publications diverses sur la clinique de l'exil et ses liens avec la sphère juridico-administrative. Et en présence, ici, donc, il y a aussi Marie-Caroline Saglio-Jazimerski, qui est professeure des universités en anthropologie à l'INALCO, donc ici, et chercheur à l'unité mixte de recherche du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Elle est spécialiste de l'Asie du Sud et des questions migratoires, coordinatrice du programme de recherche de l'Agence nationale de la recherche sur les interactions linguistiques et culturelles en situation migratoire. Donc, par ailleurs, elle est aussi psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne Bobigny et auteure de plusieurs livres, articles et tribunes sur la situation migratoire contemporaine, le trauma et la question culturelle. Voilà, donc Marie-Caroline et Laure, donc vous aurez un quart d'heure. Et donc, je vais citer tout de suite la deuxième intervention qui sera faite par Jacques Marblé, qui est intitulée « Un modèle d'expertise avec un point d'interrogation ». Pourquoi? Parce que Jacques Marblé, est un ancien psychiatre des hôpitaux des armées, médecin psychiatre en libéral depuis plus de 20 ans, psychanalyste tout en ayant une pratique expertale, notamment au profit du ministère des Armées dans le cadre de la reconnaissance des troubles psychiques de guerre, les blessures invisibles, la clinique psychotraumatique. Il a aussi participé à la création d'un centre de traitement de la douleur chronique à Lyon, question qui l'a longtemps passionné et qui rejoint très souvent celle du psychotrauma. En proposant donc son intervention sur l'expertise, par rapport donc au psychotrauma des militaires, on verra que c'est un modèle sur lequel, en effet, il y aurait à se référer et à garder sûrement des pistes importantes. Donc, la troisième intervention, elle sera faite aussi en distance, donc par Martine Timsi-Berthier, et elle s'intitule « Immolation par le feu d'un étranger malade souffrant d'importantes séquelles de brûlure, une victime martyre des procédures d'asile ». Alors, Martine Timsi-Berthier est docteur en médecine depuis 1963. Elle a été docteur en médecine à l'université d'Alger, où d'ailleurs elle a bien connu et lutté contre l'école de psychiatrie d'Alger, qui est une école qui a continué d'ailleurs après la colonisation dans son idéologie colonialiste. Donc, elle a lutté contre, tout en étant française, comme quoi on peut être psychiatre et non nationaliste. Psychiatre, donc elle a été ensuite spécialiste en psychiatrie en 1967. En 1967, elle a dû quitter Alger à cause de l'évolution politique, donc à ce moment-là.
Elle est allée à l'université de Liège, Belgique. Elle était docteur en sciences naturelles en 1975 de l'université de Paris. Jusqu'en 1997, elle a travaillé en tant que clinicienne et chercheur dans le service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'université de Liège. Et en 1995, elle a fondé avec le docteur Firket le Centre d'information, de thérapeutique et d'études sur le stress dans le cadre de l'intercommunal de soins spécialisés de Liège. En 1999, elle a commencé à travailler à titre bénévole dans un dispensaire prenant en charge la souffrance psychique liée à la précarité et à l'exclusion à Toulon. C'est dans ce cadre qu'à partir de 2009, elle a assumé la prise en charge des réfugiés et des demandeurs d'asile à la demande du CADA de Toulon. Avant de laisser la place donc à Marie-Caroline et Laure, je vais me présenter. J'y pense en évoquant Martine Tipsy-Berthier, parce que je suis un petit peu dans le même cas qu'elle. C'est que depuis à peu près 15 ans, je suis médecin psychiatre en libéral à Périgueux. Je pensais prendre ma retraite, mais comme je suis maintenant le seul médecin psychiatre en libéral, et puis j'ai aussi par manque des médecins psychiatres hospitaliers, donc qui reçoit des migrants, et les migrants qui ont des difficultés psychiques, en particulier des psychotraumas. Et voilà, comme elle, a été assez touché et désolé, et révolté, aussi par l'évolution de la reconnaissance des droits de séjour pour raison de santé. Et voilà, elle parlera donc d'une situation d'un patient, on peut dire, qui est vraiment maltraité, on peut dire, dans un destin qu'elle a pu rattraper, mais quand même un destin soutenu par l'évolution de la reconnaissance des droits de séjour pour raison psychiatrique. Et donc, c'est pour s'opposer à ce devenir de sujet sacrifié que nous avons d'abord essayer d'interpeller plusieurs personnes, et heureusement que le COMED nous a répondu, et c'est autour du COMED ensuite que sont rassemblées quantité de personnes. Voilà. Et donc je laisse la parole à Marie-Caroline. Alors, en l'occurrence, pour commencer cette présentation sur les blessures invisibles face à l'administration de la preuve, c'est Laure Wohlmark qui va prendre la parole. Si donc on peut faire un partage. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Ok. Très bien. Bonjour, alors voilà, nous allons, Marie-Caroline et moi, conduire cette intervention en duo hybride. Je suis isolée chez moi du fait des temps pandémiques que nous vivons. J'espère que ce sera audible et même un peu drôle de le faire comme ça. Donc je vais commencer. Depuis les attentats de 2015 en France, comme l'a souligné tout à l'heure Thierry Bobet, la pertinence de l'entité clinique et psychopathologique du psychotrauma n'est presque plus remise en cause. Certes, les symptômes physiques et psychiques, les types et l'intensité des traumatismes, comme de toute affection psychique, apparaissent variables d'un individu à l'autre. Cependant, la cohorte des symptômes est depuis longtemps bien connue. Reviviscence et cauchemars, dissociation péritraumatique, retrait social et prostration, troubles mnésiques et cognitifs, évitement des situations rappelant le trauma et, comme le disait aussi Thierry Bobet tout à l'heure, risque suicidaire.
la modification du rapport aux autres et à soi, les symptômes de trauma complexe évoquant parfois des symptômes psychotiques comme les hallucinations, les troubles associés dans les traumas chroniques comme la dépression sont très fréquents. La nécessité d'une prise en charge de ces troubles, même si elle est parfois longue, associant notamment pour les formes sévères traitements médicamenteux et psychothérapie, est largement reconnue. L'importance de créer un environnement soutenant et sécure, dans lequel les personnes souffrant de troubles psychotraumatiques se savent protégées de la réexposition aux éléments constitutifs du trauma, relève, elle aussi, presque maintenant, de l'évidence clinique, comme le montrent par exemple les travaux de Jody Terman. La reconnaissance des troubles psychotraumatiques a ainsi fait du chemin dans la communauté scientifique, auprès des pouvoirs publics et des sociétés civiles. C'est même devenu un thème de prédilection de séries télévisées à succès. Néanmoins, une certaine catégorie de victimes reste exclue de cette reconnaissance. Ce sont les personnes exilées en demande d'un droit au séjour en France. On peut même penser que cette catégorie de personnes en est de plus en plus exclue, au vu de la diminution de la prise en compte de la gravité des troubles psychiques par les instances décisionnaires de la délivrance d'un titre de séjour étranger malade. La parole du sujet sur les violences et leur impact psychique est une parole de l'intime qui ne se partage pas et ne se donne pas facilement. Je ne parle pas de moi avec tout le monde, il y a des choses que je ne dirai jamais à personne, me répète inlassablement un patient dont la demande d'asile, puis la demande de titre de séjour pour soins psychiques ont été rejetées et qui, malgré plusieurs années de suivi, ne m'a pas encore tout dit. Parole précieuse et difficile donc, qui raconte la perte de celui qu'on était avant les violences, parole qui raconte ou évite de dire ces violences, décrit les blessures psychiques qu'on ne peut pas voir ou quantifier dans un bilan biologique, qui dit ou échoue à dire l'ampleur de la catastrophe subjective. Si l'on revient à ce qui caractérise le tableau traumatique de ces étrangers en demande de soins, on voit qu'au fondement de ce tableau, il y a des violences infligées par une autre personne, ce qu'on appelle le trauma intentionnel et qu'on pourrait bien aussi appeler le trauma politique. La cruauté, la torture, le viol, la blessure volontaire, l'humiliation, les sévices sexuels. Tous ces événements constituent une rupture existentielle pour le sujet que l'on ne saurait réduire à une liste de symptômes. Ils sont susceptibles de le blesser au-delà de ce qui est objectivable ou visible. Ils bouleversent ses cadres de sens, son rapport à lui-même et à autrui. Pour la personne qui a subi ces violences, le récit est souvent très long à venir. Quelquefois, il ne vient même jamais, justement quand sa formulation serait essentielle pour la poursuite de la vie en France. Face aux administrations de l'asile, la parole et le témoignage sont déjà souvent compromis. Les soignants et cliniciennes qui suivent les patients et patientes trauma le savent bien. Les dissociations traumatiques qui clivent le sujet ferment l'accès à sa mémoire blessée. Les stratégies de survie psychique pour limiter les risques d'effondrement désamorcent l'affect. Nos patients qui viennent en parler en consultation peuvent, face aux administrations, se montrer totalement atones et sans émotion, clivant pour ne pas s'écrouler, pour ne pas revivre le désastre face à des inconnus, ou pire, face à une administration. Car, ils le savent, l'administration peut être violente. Elle les terrifie souvent, car elle a le pouvoir de les renvoyer au pays, et le renvoi signifie pour beaucoup d'entre eux la terreur d'être à nouveau immergés dans l'environnement qui les a traumatisés, voire le renvoi peut signifier pour eux une mort certaine. C'est donc le grand paradoxe de l'asile que l'on connaît par ailleurs. Le psychotrauma, qui témoigne de la violence des persécutions subies au pays, est précisément ce qui empêche de parler, de prouver, d'expliquer la violence. La demande de reconnaissance et en même temps la difficulté à dire ne sont pas différentes pour les personnes exilées victimes de violences et pour les autres personnes victimes de violences qui ne seraient pas exilées. Comment ne pas penser que c'est justement leur statut d'étranger qui met en échec cette reconnaissance lorsque la majorité des demandes de titre de séjour pour troubles psychotraumatiques sont rejetées? L'exclusion des personnes étrangères du groupe des victimes légitimes, c'est-à-dire des personnes dont les troubles psychiques post-traumatiques sont reconnus, a bien sûr des conséquences importantes, puisqu'elle les prive des conditions de vie vivables en France. Elle les prive aussi de la sécurité psychique et maintient la menace d'être contrôlées, arrêtées et renvoyées dans un pays où elles ont risqué, voire où elles risquent encore leur vie. Merci
Laure. Donc, dans une deuxième partie, on va vous proposer une courte vignette clinique. Le cas d'un patient, une histoire singulière, unique, bien sûr, dans sa manière de réagir à la violence. Et pourtant, ce patient, je crois que tous les cliniciens qui travaillent avec des exilés et des patients traumas, comme on dit, l'ont rencontré. Monsieur est originaire d'Afrique de l'Ouest. Il raconte la manifestation, l'arrestation, les violences perpétrées devant lui sur les femmes et les hommes de sa famille, les tortures en prison, la peur de mourir. Monsieur souffre de dissociation traumatique, de troubles de la mémoire et de la concentration. Il est envahi par les reviviscences. En consultation, jamais il n'abordera le désastre, là où la conscience a vacillé, les tortures sexuelles. Il les évoque par des périphrases, ce qu'ils m'ont fait quand ils sont venus, quand ils m'ont attaché, ce que je ne leur pardonnerai jamais. Ce moment-là, il dit qu'il a perdu sa dignité. Mais la violence se répète, s'actualise dans la mémoire traumatique et sa voix faiblit quand l'image approche. De là, il ne parlera pas à la CNDA, dit-il. Il a un souvenir persécutant de l'OFPRA. On lui a demandé de parler de la prison, il n'a pas pu. Il dit qu'il ne parlera jamais à personne de ce qu'ils ont fait avec nous, surtout pas dans sa langue, surtout qu'il traduirait. Entendre le raconter dans sa langue, ce n'est pas supportable. Il traduit en termes très forts ce qui est atteint, ce qu'on ne touche pas, la dignité, c'est son terme, ce qui doit rester intact, sans quoi les codes vacillent, les codes de la famille, les codes de la communauté, les codes sociaux. La violence des coups fait qu'il a contracté une varicocèle. Les certificats médicaux établissent le lien de causalité. Pour l'instant, il est sous perfusion, littéralement, de codéine. Il souffre au point de ne jamais dormir, mais il dit que cette souffrance n'est rien par rapport à la souffrance des cauchemars. Pour éviter celle-là, tout en lui lutte pour ne pas s'endormir et risquer de se laisser emporter par la nuit et le retour des bourreaux. Pour la clinicienne que je suis, le trauma est béant, invisible et béant. Monsieur a choisi le silence, il répond très calmement à tout, sauf ce qui approchera cette fracture de lui-même et d'avec le reste des hommes. Sa hantise à lui est de devenir fou. C'est comme ça qu'il le verbalise. Dans sa demande de prise en charge pour soins, le dossier précise la varicocèle douloureuse opérée en France, opération à renouveler car les douleurs aiguës ont repris. Le dossier médical présente un trouble de stress post-traumatique et une dépression sévère avec traitement psychiatrique lourd depuis des mois. La douleur de la varicocèle réactive les tortures sexuelles. Cette douleur ne le lâche pas, elle est autant physique que psychique. Les certificats de psychiatrie et des psychologues cliniciens sont là, qui dans leur description disent la gravité des séquelles psychiques. 1 an exactement après sa demande de séjour pour soins, car quelquefois l'attente est extrêmement longue, les médecins de l'OFI émettent un avis négatif. Le premier rejet de la CNDA qui avait précédé, nous en avions parlé longtemps, d'une certaine manière, avec monsieur. Monsieur y était préparé. Mais le rejet des médecins de l'OFI est totalement incompréhensible pour lui. Il y a lieu ici de distinguer radicalement, je crois, le discours administratif du discours médical pour le patient. La machine administrative souvent ne voit pas la blessure invisible. Et aussi, les officiers de protection de l'OFPRA, les magistrats de la CNDA évaluent en une ou deux audiences à partir de dossiers sur une série de questions, des récits de personnes. Ils doivent émettre un avis sur la véracité de ce récit. Les médecins de l'OFI doivent aussi émettre un avis à partir de critères, les critères d'extrême gravité, l'absence de soins dans le pays d'origine, on a bien rappelé ces critères. Mais précisément, la parole du médecin n'a pour l'étranger malade rien à voir avec celle de l'administration. Elle ne terrifie pas ou ne devrait pas terrifier, bien au contraire. Les médecins et les cliniciens, souvent, sont les premiers ancrages dans le pays d'accueil, le lieu d'une parole possible. L'échange se fait à travers le soin. Avec le soignant, peut s'opérer ce qui en clinique du trauma est central en termes thérapeutiques, développé de Ferenczi à Winnicott jusque dans la clinique actuelle, je crois, la question du tiers soutenant, celui qui va répondre à la demande abyssale du patient traumatisé. Là, ce patient, face à l'avis négatif des médecins de l'OFI et devant une violence effroyable, c'est plus que la délégitimation par les services de la preuve de l'administration, c'est le soignant qui refuse d'attester sa douleur et qui la méprise. Monsieur se sent désintégré dans sa parole et dans sa personne. Il répète « Les médecins ne me croient pas, ils me disent de me faire opérer au pays, c'est au pays, mais au pays, on me tue si je rentre. » Cet avis négatif, cette non-reconnaissance de la gravité et son corollaire, le refus d'un droit de séjour pour soins en France, le confronte encore et encore à l'horreur. Le trauma se caractérise, on l'a beaucoup dit aussi, par la compulsion de répétition. Et ce trauma revient, elle lui fait revivre encore et encore un désastre psychique à travers cet avis négatif, cette fois des médecins. Le désastre,
peut-être fantasmée ou réelle, car précisément la figure majeure du traumatisme, c'est le collapsus entre le fantasme et la réalité externe, entre la hantise d'être menacé ou tué et l'événement qui refait trauma. Pour ce patient, le refus est cet événement qui réactive le trauma. La conséquence directe d'un tel refus, pour ce patient dont on parle, c'est l'effondrement dépressif et le risque d'un passage à l'acte. Il me semble important de le rappeler factuellement. Monsieur raconte comment s'est passé l'entretien médical à l'OFI. On lui a demandé de venir, d'attendre. Il a été reçu, on lui a demandé son dossier médical. Il n'y a eu aucun examen clinique. On lui a répété sous la forme d'une question d'abord, puis d'une affirmation. Vous allez bien, vous avez l'air d'aller bien. Dans un français qu'il ne parle pas très bien, il n'y a pas d'interprète. Le tout a duré quelques minutes. Les retours sur les visites de l'OFI concordent tous. Monsieur demande si la personne qu'il a reçue était un médecin. Nous lui répondons que ce sont des médecins en principe, mais qui ne sont pas dans le soin, mais dans l'évaluation. Il demande pourquoi il n'y a pas eu d'examen de sa personne, pourquoi on n'a ouvert que son dossier devant nous. Comment, d'ailleurs, pourrait-il y avoir une évaluation de psychotrauma sans aménagement, sans bienveillance, sans langue? Restent les dossiers médicaux qui manifestement ne suffisent pas ou ne sont pas dignes de confiance. À ce stade, nous proposons deux conclusions. Tout d'abord, l'absence de reconnaissance du psychotrauma par des procédures d'expertise médicale au service de l'OFI a nécessité d'en rappeler la prévalence, les symptômes, les modalités de prise en charge pour se rendre compte de l'écart entre ce dont nous parlons, soignants cliniciens du psychotrauma, et ce dont parlent les experts de l'OFI. Nous ne parlons pas de la même catégorie nosologique, nous ne parlons pas des mêmes patients, nous ne parlons pas des mêmes soignants. Dans ce collège de l'OFI, la gravité des symptômes semble dépendre du statut des exilés. Le patient devient a priori un suspect d'une fraude potentielle. Le médecin est un expert à l'affût de la trop grande bienveillance du dossier médical apporté. Ce sont des catégories qui sont totalement étrangères à notre clinique et devraient être étrangères à toute évaluation médico-psychiatrique. Ensuite, nous pensons qu'il est possible et légitime que les blessures invisibles des personnes exilées trouvent leur place dans l'ordre sociopolitique qui est le nôtre, au même titre que celle d'autres personnes souffrant de psychotraumatisme. Il faut pour cela être capable de remettre au centre le psychotrauma et l'éthique du soin. Oh, ouais. Là, ça c'est la caméra. Non? Merci. Merci Laure. Et donc, c'est maintenant Pat Margot. Ces intervenants. Dans le texte, il faut garder. Ok. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à intervenir ce matin, bien que je me sois demandé pourquoi, n'ayant pas une pratique directement liée, en tout cas au titre auquel j'interviens aujourd'hui en tant que suivi régulier d'exilés et d'étrangers malades. Et finalement, c'est à l'instant, en entendant Marie-Caroline, que je me suis dit finalement que j'avais peut-être quelque chose à dire, puisque de ma pratique clinique, non pas expertale, mais bien que notre pratique expertale soit une pratique clinique, enfin je défends ça, de ma pratique clinique, en tout cas, j'ai souvent entendu dire des patients traumatisés qu'ils étaient devenus étrangers à eux-mêmes. Et donc finalement, cette question de l'étranger est commune à tous ces patients-là, quelle que soit leur nationalité. Donc, j'interviens sous le titre « Un modèle d'expertise » avec un point d'interrogation. J'aurais pu dire « une expertise modèle », mais rien n'est parfait, donc je reste là sur cette question, sachant que cette question de l'expertise, ce mot « expertise » revient quand même assez souvent, déjà ce matin, mais dans d'autres occurrences de vos réunions, notamment Laure Volmark en parlait dans un article il y a quelques temps. Enfin, cette question de l'expertise comme ça, dite un peu de manière un peu globale, et on voit bien en quoi
une expertise manque, enfin, dans les relations que nous entretenons avec l'administration. Bon, maintenant, je vais essayer de vous faire un petit peu, enfin, que nous réfléchissions un petit peu ensemble autour de cette question de l'expertise en milieu militaire, puisque donc, j'ai été présenté tout à l'heure, merci, en tant qu'ancien militaire. Alors, il y a quand même quelque chose de paradoxal, hein, à l'heure où des consultations psychotrauma s'ouvrent dans tous les grands centres, où le mot psychotrauma est devenu un terme générique, que la vulgarisation même du terme fait florès, il y a quelque chose de paradoxal à se retrouver, pour moi, en tout cas, dans la même situation que celle que j'ai connue il y a maintenant une quarantaine d'années dans l'armée. À savoir devoir prouver encore et toujours la réalité de la blessure psychique. Alors, exceptionnelle gravité, soupçon, preuve, invisible, vous voyez sous quel signifiant nous sommes obligés d'intervenir aujourd'hui. Comment faire entendre que la clinique du psychotrauma, lorsqu'elle est reconnue, n'a pas plus à être mise en cause qu'une autre pathologie? Pas facile, en effet, de mettre de l'objectif dans du subjectif, ce que nous demandent en substance toutes les instances administratives, qu'elles soient judiciaires ou assurantielles ou décisionnelles, comme l'OCHI. Et cela dès lors qu'elles sont confrontées alors, aux faits psychiques en général, mais spécialement, effectivement, à des séquelles psychotraumatiques en particulier. Alors, faisons d'emblée un vœu que la question de la mauvaise foi des dites instances ne se pose pas et que leurs décisions ne soient pas dictées par une politique du chiffre sur laquelle nous ne reviendrons pas lorsqu'il s'agit d'étrangers. Car en effet, il est vrai que si ce soupçon-là devait perdurer, nous tous, autant que nous sommes, spécialistes ou supposés tels psychotrauma, serions une fois encore réduits à n'être que des militants, donc peu objectifs a priori, alors qu'il me semble que nous sommes avant tout des cliniciens cherchant à bien faire leur travail, ce qui consiste à accompagner nos patients, quels qu'ils soient, dans le respect de leurs droits aux soins sur le territoire français et dans le cadre de la loi, pas plus, mais pas moins. Donc, je suis ancien psychiatre des hôpitaux des armées que j'ai quitté il y a maintenant plus de 20 ans pour une pratique libérale, tout en maintenant un lien fort avec cette institution, notamment par ma pratique expertale, que je suis resté expert agréé par le ministère des Armées et que j'interviens dans le cadre de la reconnaissance et du pensionnement des troubles psychiques de guerre, donc les blessures invisibles, selon l'heureuse expression de Jean-Paul Marie. Ce lien que j'ai gardé est en rapport avec une période où j'ai pu avoir, moi aussi, un rôle militant. Un militaire, ça peut être un comble, mais enfin, en tout cas, c'était le cas, au sein de l'école du Val-de-Grâce, dans la reconnaissance du psychotrauma, que nous appelions névrose traumatique, avant d'être envahi par le syntagme PTSD. Aujourd'hui, c'est sous le sigle ESPT, état de stress traumatique, que tout militaire rentrant d'opérations extérieures, en Afghanistan ou au Mali, est désigné, voire s'auto-désigne, en cas de troubles psychotraumatiques, dont les signes sont largement reconnus et connus de tous, ce qui n'empêche pas forcément le déni d'ailleurs, ou l'impossible à dire, comme il a été rappelé plusieurs fois. Mais en tout cas, on peut entendre des soldats disant au retour d'opérations extérieures « j'ai fait mon ESPT » ou « il a fait son ESPT ». Donc, vraiment, le terme est largement diffusé dans l'armée. Mais en ce temps lointain où j'étais jeune assistant au Val-de-Grâce, c'était bien sous le régime du soupçon et du manque de preuves que nous vivions, 40 ans. Les anciens combattants à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie étaient en effet fort mal pensionnés. Et la reconnaissance de la névrose traumatique était toujours sous la menace de l'existence d'un état antérieur. Vous savez, le fameux état antérieur qui décrédibilise toujours le lien de cause à effet entre un événement et ses conséquences. Autrement dit, il était déjà malade avant. Sous-entendu, il n'y a que les faibles qui craquent. Ce que le discours institutionnel véhiculait d'ailleurs à l'époque, ça a beaucoup changé même dans l'armée. Donc à l'époque, ces anciens combattants étaient soupçonnés de sinistrose, de revendication, de recherche de bénéfices secondaires. Et ils étaient encombrants, ces anciens combattants, malgré le peu de bruit qu'ils faisaient. C'est d'une certaine manière grâce aux déportés, des guillemets à grâce, chaque fois, et au syndrome d'hypermnésie émotionnelle tardive, certains se souviennent peut-être du syndrome de Targovla, que la névrose traumatique, parfaitement connue depuis Freud et la guerre de 14-18, ça a été redit plusieurs fois, néanmoins oubliée entre chaque guerre, a pu être réhabilitée.
l'expérience concentrationnaire avait eu pour effet de rendre les débats sur la vulnérabilité totalement indécents et de provoquer, du coup, une refonte du code des pensions militaires qui datait de 1919. Alors, on a évoqué la vague d'attentats en France dans les années 80-90 qui devait aboutir à la création des CUMP. Cette vague avait du même coup remis en lumière la clinique psychotraumatique, comme l'a rappelé Thierry Bobet ce matin. Mais il fallait néanmoins, toujours en cas de blessure, apporter la preuve de la réalité de celle-ci devant la commission chargée d'entériner les conclusions de l'expert. C'est quand même en partant de cette idée que c'est mis en place à l'époque sous l'impulsion de Barrois, Croc, Le Bigot, on parlait aussi Thierry Bobet, hein. Merci d'avoir rappelé le nom de mes grands anciens. Alors Croc, c'est Louis le père, hein, pas le fils. Donc sous l'impulsion de ces trois personnages, un travail collectif qui devait durer une dizaine d'années pour donner à l'expert psychiatre les outils modernes, on peut le dire, cliniques, éthiopathogéniques et psychopathologiques, permettant de faire la preuve de la blessure psychique. En tout cas, d'en faire l'égal de la blessure physique. Pas rien comme objectif, même si elle n'était pas toujours consignée comme il se doit dans les journaux de marche, les certificats médicaux des régiments, etc. Et puis, même si elle se révélait des années plus tard, hein, c'est tous la fameuse période de latence. C'est ainsi que depuis le 10 janvier 1992, quand même pas si récent que ça, nous disposons dans les armées d'un texte encadrant la reconnaissance d'abord, l'indemnisation ensuite des troubles psychiques de guerre. Vous le trouverez, je ne vais pas passer ce texte, vous le trouverez en référence dans le journal officiel de cette époque. 30 ans de pratique, donc, permettent d'en tirer quelques conclusions, d'autant que là encore, grâce, alors je mets des énormes guillemets, aux attentats les plus récents, ce dispositif est désormais ouvert aux victimes du terrorisme. D'ici à ce que ce dispositif soit accessible à toute personne, française ou non, victime de troubles psychiques de guerre, ce qui est souvent le cas chez nos migrants, bien sûr, il n'y a peut-être qu'un pas. Bon, en tout cas, je vais vous présenter, mais rapidement, hein, avec quelques citations, je m'en excuse, le modèle en vigueur de l'expertise des troubles psychiques de guerre, qui a constitué une révolution dans le monde de l'expertise, on peut le dire. Il s'agit d'un guide barème destiné, alors, point essentiel, aussi bien aux experts qu'à l'administration, afin d'éviter le plus possible les distorsions de formation, de langage et de point de vue de chaque partie. Donc, c'est un texte à visée didactique. Un texte qui comporte donc 3 parties. La première fondamentale, énonçant les principes généraux de l'expertise psychiatrique. La deuxième, les aspects cliniques. Et la troisième, plus spécialement consacrée à l'indemnisation, tout en restant très clinique. Je me contenterai dans le temps imparti de commenter quelques points, je suppose les aspects cliniques bien connus de tous. La première partie, donc, dite de principes généraux, englobe un chapitre de terminologie avec une classification des infirmités basée sur la CIM et un rappel des conditions d'examen du sujet en expertise. Quelques extraits pour vous montrer la philosophie du texte. Aucune expertise ne se réduira à de simples données d'examen, ni à des conclusions diagnostiques. Celles-ci devront s'appuyer sur une démarche logique, rigoureuse, claire et aisément compréhensible de tous. Le dossier antérieur, des allégations de toutes origines, feront l'objet d'une étude approfondie et critique. Ainsi, l'existence d'erreurs antérieures manifestes devra être signalée et rectifiée. Une des erreurs logiques les plus fréquemment rencontrées, et qui est absolument inacceptable, consiste à attribuer à un état antérieur des désordres psychiques qui ne sont pas entièrement expliqués par le service ou le fait survenu en service. Une fois donc le cadre posé, avec un rappel qu'une expertise doit se faire dans un cadre de confiance, là aussi, un expert n'est pas un tribunal, il y a d'autres références à la question de la causalité. N'importe. Je cite encore. La notion d'une causalité directe et déterminante avec le ou l'effet de service suffit à établir l'imputabilité au service.
la discussion doit s'appuyer sur une véritable argumentation. Ainsi, la négation de l'existence d'un trouble ne saurait uniquement reposer sur le caractère subjectif de l'expression des plaintes. De même, la négation d'un lien avec le service ne saurait se fonder seulement sur le délai écoulé jusqu'à l'apparition des troubles ou sur l'absence des documents médicaux contemporains des faits évoqués. D'ailleurs, même dans l'armée, on constate que parfois les gens n'ont rien dit, que rien n'est écrit. Je continue. Dans les cas de névrose traumatique de guerre, les difficultés pour l'établissement de la preuve peuvent résulter d'une part du fait que les sujets se confient parfois très difficilement à autrui, fût-il médecin, et d'autre part parce que le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés. Il s'ensuit, je souligne, que l'expertise médicale peut accéder au rang d'éléments parfois décisifs de preuves fondées sur la rigueur de l'argumentation. Une phrase magique que je vous cite là aussi, qui conclut cette première partie, et qui traduit le rapport de confiance nécessaire, qui n'est pas le cas, comme vous l'avez beaucoup dit, partout. Par son métier, l'expert connaît les types d'enchaînement causal affirmables pour tel ou tel trouble. Donc, une relation de confiance entre l'administration et l'expert. La deuxième partie du texte est un vrai catalogue nosologique qui, s'il fait la part belle au psychosyndrome traumatique, parcourt l'ensemble des grands syndromes psychiatriques. Pour peu qu'ils aient une dimension réactionnelle, on a cité les états psychotiques tout à l'heure, les troubles de l'humeur, les troubles névrotiques et les troubles de personnalité. Alors, il se trouve qu'en entendant Thierry Bobet rappeler le trouble de stress post-traumatique complexe, je retrouvais exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'au fond, il y a 30 ans, on l'écrivait déjà. Ce découpage est important car il permet, lorsque le syndrome de répétition psychotraumatique n'est pas totalement constitué, on n'a pas les cauchemars, d'y rattacher des troubles que nous connaissons bien quand même, comme les attitudes régressives, de dépendance affective, une humeur de tonalité dépressive plus ou moins permanente, une répétition des situations d'échec, une désocialisation ou des conduites addictives. Voilà, TSPT complet. Et enfin, donc, la troisième partie du texte, une partie barème qui est plus spécialement consacrée à l'indemnisation. Je ne vais pas la détailler, puisque là, nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes considérations, sauf à citer un militaire que je voyais récemment qui, comme la plupart de ses camarades, me disait qu'il ne réclamait rien, sauf de la reconnaissance. Un autre exemple, là pour le coup, c'est une victime d'attentat, d'un attentat récent qui me disait au téléphone que c'était bien qu'on reconnaisse sa souffrance par cette simple convocation, mais qu'il n'allait pas venir me voir parce que lui avait décidé d'oublier et que c'était trop insupportable pour lui de revenir parler encore une fois de son histoire qu'il essayait d'oublier. En tout cas, je ne résiste pas néanmoins à l'envie d'énumérer, ce sera une conclusion, et cela, enfin, ce que le texte nomme dans cette troisième partie, les critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité. Il était question beaucoup d'évaluation. Bon, là, vous allez voir comment on peut énumérer des critères cliniques, non pas des critères administratifs. Donc, ces critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité sont au nombre de 3. 1. La souffrance psychique, éprouvée consciemment ou non par le sujet, perçue ou non par l'entourage. 2. La répétition, qui s'exprime au sens psychopathologique par des troubles long cours ou rémitants. 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle, qui concerne le mode de relation à autrui et le degré d'inadéquation des conduites aux situations. Et je rajoute enfin que doivent être pris en compte également des critères positifs, tels que la capacité de contrôle des affects et des actes, le degré de tolérance à l'angoisse et à la peur, l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise, les possibilités de créativité,
d'orientation personnelle et de projet. Ces critères, là je souligne, sont indépendants de toute spécificité nosographique. Vous voyez, chacun peut faire l'objet, je cite encore, d'une évaluation assez précise, voire d'une vérifiabilité ou d'une prédictivité. Voilà, alors j'espère vous avoir fait percevoir l'effort de ce texte, bon, très riche, hein, mais qui dit l'expert pour rester au plus près de ce que l'on nomme maintenant la qualité de vie, en l'occurrence plutôt la qualité de survie de certains sujets traumatisés, dans une démarche d'objectivation, certes, mais qui n'oblitère pas le sujet. Au-delà d'un impact thérapeutique consécutif à la reconnaissance, hein, comme étant vraiment fondamental, il permet, lorsque nécessaire, un dialogue avec l'autorité décisionnaire, ce qui n'est pas si fréquent, vous en témoignez tous, mais nécessite un travail d'équipe, un travail commun, l'élaboration d'un cadre d'expertise. Voilà. Merci. Donc maintenant, c'est donc Martine donc qui va être en distance. Donc, on peut l'installer. Alors, le micro est activé pour la personne qui intervient à distance. Est-ce que la vidéo, vous souhaitez l'activer? Alors, j'essaye, mais en vain. Ou sinon, je ne fais que parler. Hein. C'est pas... attendez, je vais essayer de vous donner un accès. Bon, si ça ne marche pas. De votre côté, quand vous appuyez sur démarrer la vidéo, ça ne fonctionne pas? Oui, ils disent que l'opérateur, l'animateur, qu'il a arrêté. C'est l'animateur, oui. Ils disent. Peut-être je vais vous laisser démarrer. Je vais laisser l'écran de la salle pour ne pas perdre de temps. Et en revanche, on va essayer de régler le Et pour le PowerPoint, je peux le montrer? Pour le PowerPoint, en principe, vous pouvez partager votre écran. Oui, je vais essayer. Comme ça a été le cas avec une intervention ce matin, en principe, vous devez avoir une possibilité de partage d'écran. Oui.
Oui, je peux commencer à parler. On ne voit pas votre présentation. Est-ce que vous pouvez lancer un partage Oui, d'écran? je suis en train de le faire. Ok, très bien. Merci. Ça y est, ça marche? C'est en train de s'afficher. Merci beaucoup. Non, je vais parler de cette expérience tragique. Voilà, c'est bon. De notre côté, on voit votre écran. D'accord. Merci beaucoup. Et parce qu'une immolation, c'est quelque chose de terrible, parce que la mise à mort par le feu a toujours provoqué des réactions d'effroi et d'horreur. Depuis les condamnations à mourir sur le bûcher des sorcières et des hérétiques, à la période de l'Inquisition, jusqu'à celle des fours crématoires des camps de concentration lors de la dernière guerre mondiale, ou encore plus récemment, celle des morts dans les incendies volontaires de camps de réfugiés ou dans les immenses incendies de forêt. C'est pourquoi le suicide par le feu nous interpelle tout particulièrement. Mais je vais tout d'abord faire un détour, en quelque sorte. Je vais faire un détour parce que cette immolation par le feu, qui n'a pas réussi, je le dis tout de suite, ce monsieur qui était brûlé à 80% a pu être sauvé. Et c'est extraordinaire, et on peut le dire tout de suite en introduction, c'est extraordinaire, cette prise en charge totale, et quoi qu'on en coûte, comme on le dit maintenant, des problèmes physiques et somatiques des réfugiés, et cette ignorance de leur santé mentale. Bref, je pense que c'est bien de faire un détour par l'inconscient géopolitique qui traverse quand même nos subjectivités. Et que le fait que ce monsieur soit un Arménien n'est pas étranger à cette affaire. L'Arménie, je le dis très vite, c'est un petit pays du Caucase, grand comme la Bretagne, 2-3 millions d'habitants, une population très homogène, de religion chrétienne, avec une riche histoire, à la fois mythique, puisqu'on dit que c'est en d'Arménie que la Bible, que l'arche de Noé se serait échouée, une histoire glorieuse, puisque les Arméniens se flattent d'être le premier royaume chrétien de la planète, en 301, après Jésus-Christ bien sûr, et une histoire tragique, puisque c'est le premier génocide de l'histoire contemporaine. En 1915, il y a eu un massacre planifié, organisé par les Arméniens vivant dans l'Empire ottoman, entre avril de 1915 et juillet 1916, avec 1,5 million de personnes qui seraient mortes selon les Arméniens, 600 000 selon le gouvernement turc. Mais l'histoire récente est beaucoup plus tourmentée encore. De 1920 à 1991, elle a été intégrée à l'URSS et a payé un lourd tribut à la police stalinienne avec 300 000 disparitions. En 1991, le 21 septembre exactement, il y a eu la création de la République arménienne. Mais, vous le voyez, cette création n'a pas pour autant arrêté les violences. Il y a eu en 1999 une tentative de coup d'État. En 2008, là encore, des émeutes et des fraudes, après des fraudes électorales. En 2015, il y a une nouvelle constitution, et là, l'Arménie a été déclarée pays sûr par l'OFPRA. Mais je tiens déjà à le souligner, c'est la France, le seul pays d'Europe, qui a déclaré l'Arménie comme un pays sûr. Les autres pays ne l'ont jamais inclus dans leur liste. En 2016, de nouvelles émeutes, des morts, des centaines d'arrestations. 2016 est une date importante pour ce patient parce que c'est là qu'il a été blessé. En 2018, il y a eu de nouveau des élections et des fraudes électorales et des émeutes durant plusieurs jours, fortement réprimées par la police. Pachinian devient le Premier ministre et le 11 et 12 octobre, comme par hasard, il y a le sommet de la francophonie qui est organisé à Erevan.
Et les choses ne sont pas finies, vous voyez, puisqu'en 2020, il y a 2 nouvelles émeutes après la défaite militaire des Arméniens dans le Haut-Karabakh. Ce que je trouve remarquable dans cette histoire, c'est qu'il y a eu un discours de notre président de la République au sommet de la francophonie. Il a bien compris tout ce dont on va parler maintenant, c'est la place de la parole, en quelque sorte. Parce qu'il dit, l'Arménie n'est pas seulement une grande culture, c'est une civilisation qui s'enracine dans la profondeur des siècles. Et le nom d'une des plus grandes tragédies d'histoire qui interpelle l'ensemble de l'humanité, ce sont aussi pour nos compatriotes des visages, ceux des Arméniens français, ouvriers, artistes, militants, entrepreneurs, sportifs, résistants, commerçants, médecins, qui par leur talent et leur énergie ont contribué à bâtir notre pays, qui aiment avec une passion sans limite la France qui leur a ouvert les bras, comme ils aiment leur patrie d'origine, d'un amour éternel. Ce sont de belles paroles, effectivement. Alors, un mot sur les circonstances de l'exil de mon patient, qui se prénomme donc Armand. Donc, c'est en 2016. Comme il dit lui-même, sa vie a basculé dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016. Il y avait des émeutes, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de rare en Arménie. Un groupe armé s'empare d'un commissariat de police situé dans un quartier populaire de Villeurbanne, et c'est là qu'il a loué une petite maison. Ces émeutes sont importantes. La police se défend. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, elle lance des grenades incendiaires. Le feu se propage dans la rue, dans la maison. Et voulant l'éteindre, Armand tombe accidentellement dans le feu. Et il est transporté, c'est dans la nuit du 29 au 30 juillet. À cause des émeutes, le quartier est encerclé et il peut être transporté à l'hôpital dans un état grave que dans la matinée du 30 juillet. Et le 30 juillet, hospitalisation dans le service déposé. Et brusquement, il vit dans le fond ce que Kafka a si bien décrit dans son livre Le procès. Dans cet endroit qui est sa chambre d'hôpital, il voit ce lieu se transformer en commissariat de police. Il a la visite journalière de 2 hommes en civil et qui veulent absolument lui extorquer des aveux en lui faisant signer une lettre préfabriquée disant qu'il était un meneur. Or, Armand n'a d'abord pas la personnalité d'un meneur, c'est un homme hyper émotif, anxieux, craintif, mais c'est un homme qui ne veut pas dire des choses contraires à ce qu'il vit, et il tient bon et ne veut pas signer la lettre. Des menaces, des sévices corporels, enfin, des conduites très humiliantes, des menaces également sur la femme et les enfants que les policiers vont voir dans leur appartement. Armand refuse de signer, et le 23 août, avec la complicité des médecins, il fuit, se réfugie quelques jours dans la banlieue d'Evran, et ensuite décide d'aller s'exiler, d'abord en Russie, où il mène une vie clandestine à Sotchi. Pendant cette année, la maman vend son appartement pour payer un passeur qui les mènera en France, effectivement, la France, pays des droits de l'homme, comme chacun sait. Alors là, hélas, comme l'Arménie est un pays sûr, il tombe dans ce qu'on appelle la procédure accélérée. Alors vous allez voir cette accélération tragique, effectivement, qui nous mènera à son immolation. Le 15 août, il arrive en France. En septembre 2017, on lui octroie une place au foyer en chemin de Lierre, donc à côté de l'endroit de Toulon, où je vois des patients. Le 2 octobre, il dépose sa demande d'asile. Le 20 décembre, donc de la même année, 15 jours, quelques mois après son arrivée en France, il est convoqué à Paris par l'OFPRA.
En 2018, le 19 janvier, il a une réponse négative. Entre le 10 et 17 avril, il rédige un mémoire complémentaire contre la décision de Roger d'Ofpra, un mémoire de 14 pages qui est l'objet de souffrances terribles, car je le vois beaucoup à cette époque. Si vous vous souvenez des émeutes de l'Arménie, c'est justement pendant qu'il rédige ce mémoire qu'il y a des nouvelles émeutes en Arménie, qu'il y a aussi les manifestations des Gilets jaunes en France. Et ça lui rappelle cette ambiance. Il est fou d'anxiété, de souffrance, avec tous les symptômes que tout le monde a décrits jusqu'à maintenant et que personne ne nie. Il est hospitalisé au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Pierre-Feu-du-Var. Alors la procédure accélérée se poursuit dans une accélération vraiment tragique. Le 10 mai, il a son audience à la CNDA à Paris. Le 17 mai, déjà, le jugement de la CNDA est là, rejet de la demande d'asile, puisque l'Arménie est un pays sûr. Le 19 mai, j'introduis, sans doute très maladroitement, une demande d'un titre de séjour au titre d'étranger malade. Je dis maladroitement parce que je ne connaissais pas bien tous ces problèmes que vous avez soulevés jusqu'à maintenant. Le 12 juillet, c'est la réponse négative du Collège des médecins de l'OFI. Le 17 juillet, la décision du préfet du Var, au QTF, dans un délai de 30 jours, et fixant l'Arménie comme pays de destination. Le 18 juillet, et c'est une catastrophe, remise de l'arrêté du préfet par la directrice de l'association En Chemin, en présence de 2 représentants de la préfecture du Var et 1 représentant de l'OFI. Mise en demeure de quitter l'hébergement mis à la disposition de la famille dans un délai de 7 jours. Donc, en 7 jours, Armand, ses 3 enfants, sa mère, sa femme doivent partir. Le 19 juillet, il s'immole par le feu devant la préfecture. Je veux dire, l'accélération de cette procédure, qui arrive comme une tragédie de la chronique d'une mort annoncée, on peut mettre en balance la lenteur de la prise en charge de la santé mentale. Il faut reconnaître qu'en décembre 2017, à la suite de demandes pressantes de Stéphanie Pocher, l'éducatrice spécialisée qui s'occupait de cette famille, il y a une intervention à titre bénévole du docteur Françoise Direlmer, que je ne connais pas, mais qui a laissé un rapport très circonstancié, qui est pédopsychiatre hospitalier de Paris en retraite, et elle intervient auprès de la famille, qu'elle voit très désorganisée, très stressée, à cause du petit Michael qui présente des colères, qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut pas manger. Et elle le suivra jusqu'en 2018 avec un grand succès. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2021, là, comme je revois le père, Armand, qui a survécu, il est le premier de sa classe. En avril 2018, toujours à la suite de l'assistance de cette éducatrice spécialisée, il fait la première consultation avec moi, bénévole aussi. Et j'écris en mai un premier certificat circonstancié attestant la gravité de sa maladie. Du 2 au 17 juillet, donc à la suite de l'écriture de son recours, de sa vie, pour expliquer son recours, il est hospitalisé au centre Henri Vérin, mais je n'ai jamais pu rentrer en contact avec le médecin qui en était responsable. Il n'y a eu aucun compte rendu de cette hospitalisation et aucun interprète. De nouveau, je continue à le voir pendant cette période à raison de une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Je crois que dans la demande d'étrangers malades que j'ai rédigée, j'ai compté 18 consultations jusqu'en mai, puisque c'est comme ça qu'on compte, hein, par nombre de consultations. Du 10 au 23 janvier, donc, nouvelle hospitalisation,
au centre Pierrefeu. Et cette fois-ci, le diagnostic est posé, c'est trouble schizotypique. Il n'y a pas de suivi au CMP et de continuer à avoir des consultations régulières avec moi. Mais moi, je vois son état s'aggraver de façon irréductible. Je veux dire, c'est très angoissant d'être aussi impuissant sur vis-à-vis de troubles qui sont entretenus par cette procédure accélérée que je vous ai montrée. Alors, je fais un deuxième certificat circonstancié attestant la gravité de ces troubles et sa difficulté à construire un discours cohérent, le 30 avril. La CNDA, qui l'a vu et qui rejette sa demande, fera tomber sa décision à partir d'éléments de langage stéréotypés, parce que j'ai pu voir des réponses de la CNDA pour pas mal de mes patients. C'est toujours la même chose. Les faits ne peuvent pas être établis, les explications sont imprécises. Voilà, c'est des motifs de refus. Le 18 juillet, je fais un troisième certificat alertant sur le risque de suicide immédiat. Et ce certificat n'est même pas regardé par la directrice du foyer. Et le lendemain, il y a cette immolation devant la préfecture. Immolation, brûlée, je vous rappelle, à 80%. Bon, j'ai pu avoir une vue sur la vie des collèges des médecins de Joffy en date du 12 juillet. Donc, et j'ai pu voir alors avec stupeur que la réponse n'était pas à ma demande avec, vous savez, quand on fait cette demande, il faut écrire à la main dans des toutes petites surfaces, calculer pour dire le maximum de choses avec le moindre place possible. Donc, une histoire de malade, sa complexité, la complexité sémiologique, ça doit tenir en vraiment peu de centimètres carrés. Mais notre collège des médecins répond par des petits croix. Reconnaissance de l'extrême gravité, reconnaissance que le défaut de prise en charge peut avoir des conséquences d'une extrême gravité, et alors, eu égard à l'offre de soins, il doit retourner dans son pays. Alors là, je souligne une double erreur. D'un point de vue géopolitique, le rapporteur spécial sur le droit à la santé, M. Puras, qui est professeur à l'université de Vilnius, a effectué une mission donc en 2017 et a déclaré les services de médecine, les services de santé mentale en Arménie sont obsolètes, reposant sur de grands hôpitaux psychiatriques et des établissements de soins de longue durée. Les patients reçoivent une quantité excessive de médicaments et sont confinés pendant de longues périodes dans de grandes institutions sous l'étiquette de patients chroniques. Donc, il n'y a pas de traitement approprié pour Armand en Arménie. D'un point de vue de la clinique psychiatrique, il y a absolue ignorance de l'importance d'assurer la continuité d'une relation thérapeutique confiante et non traumatique. Il y a la négligence du risque de passage à l'acte suicidaire. Et je me suis d'ailleurs demandé si c'était une erreur ou un problème d'incompétence quand j'ai découvert que le rapporteur dans ce collège de médecins était en fait cardiologue à Paris. Alors, est-ce qu'un cardiologue peut comprendre un problème psychiatrique? De la complexité et de la gravité d'un psychotrauma, c'est une question que je pose. J'ai beaucoup étudié après ça les problèmes de l'immolation par le feu. Alors, c'est une littérature très intéressante et qui vient de faire d'ailleurs l'objet d'une publication d'un gros livre à Springer, éditeur. Et j'ai découvert qu'effectivement, attendez, j'ai perdu mon PowerPoint, que c'est un mode de suicide très fréquent en Asie du Sud-Est, chez les jeunes femmes mariées, tellement fréquent que ça pose des problèmes de santé publique. Par contre, dans les pays occidentaux, c'est rare, et c'est surtout le fait d'âge moyen, célibataire, avec des troubles affectifs. On connaît bien la lecture
les immolations par le feu donc comme protestation politique. Et là, j'ai rappelé très brièvement l'histoire de Jan Palach à Prague en 1969, qui protestait contre l'invasion de son pays par les soviétiques. Le fait encore très récent, enfin déjà en 2001, de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé devant un poste de police et qui est devenu après un héros national pour avoir fait le sacrifice ultime qui a permis à la société de se réveiller. Et l'immolation régulière des moines tibétains pour protester contre la violence de l'autorité chinoise. J'ai découvert avec stupeur qu'il y en avait eu 128 depuis 2009. Alors, la lecture de ces immolations se fait souvent maintenant dans un cadre socio-économique. Et le lieu de l'immolation désigne le coupable. En France, ces dernières années, ces immolations ont été assez nombreuses, de l'ordre de 50, si on se réfère au documentaire réalisé par Bollendorf et Collot en 2014, Le Grand Incendie. Tous ces immolations sont en relation avec des difficultés au travail ou dans des difficultés de conditions de vie. L'acte est public. Le lieu où il se déroule n'a rien d'anodin. Il désigne le principal coupable, c'est France Télécom, Pôle emploi, le parking d'une entreprise, la caisse d'allocation familiale. C'est un geste individuel qui correspond à un échec politique des syndicats et des mouvements sociaux, incapables de répondre aux besoins des plus précaires. C'est un geste aussi qui permet de sortir de l'invisibilité dans laquelle sont tenues ces personnes, le dernier recours de ceux qui disposent d'aucun moyen pour se faire entendre. Souvent, ces immolations sont fortement médiatisées, mais avant de retomber dans l'oubli. Et les commentaires de l'événement s'expriment surtout sur le registre de l'indignation et de la plainte et n'interrogent pas les structures de domination et d'exploitation socio-économique. À chaque fois qu'un geste est commis, la parole officielle se dérobe derrière la fragilité psychologique de la personne. Alors, les demandeurs d'asile, curieusement, il y a très peu d'immolations par le feu, malgré le nombre de refus des demandes d'asile. Moi, j'ai pu en répertorier, entre 2000 et 2020, 13 en Europe, dont 5 en France. Oui, 14 hommes et une femme. Parmi ceux-ci, en Australie, les 2 qui se sont immolés en Australie sont morts. En Europe, 2 sont morts également. En France, les 5 qui se sont immolés en France ne sont pas morts. Et là aussi, c'est ce que je disais au début, il y a un contraste entre la prise en charge de ces patients immolés qui posent d'importants problèmes somatiques, qui nécessitent des semaines, des mois d'hospitalisation, et la négligence des problèmes physiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de singulier dans l'immolation par le feu d'Armand? D'abord, il n'est pas célibataire, il a une femme et 3 enfants. Il a subi déjà d'importantes brûlures accidentelles. Et il a encore, au moment où il se suicide par le feu, d'importantes cicatrices sur les jambes. Moi, je crois que ce qui l'a motivé, certes, il était suicidaire, mais ce qui l'a motivé, malgré ses brûlures, d'aller se refaire brûler devant la préfecture de police de Toulon, c'est qu'il a été 3 fois, en quelque sorte, 2 fois, 3 fois humilié. Humilié par la police de son pays. Humilié dans sa demande d'asile en France. Et humilié encore par la violence de sa procédure d'expulsion. Et que dans le fond, dans tous ces événements, il n'accepte plus cette vie imposée par le pouvoir. Il ne veut plus rester passivement une victime, faible, implorante, soumise à l'autorité.
il veut devenir un acteur, et dans son geste impulsif, qui est bien sûr, comme pour les personnes en conflit de travail et de précarité, qui est un acte de désespoir, c'est aussi un acte de défi contre l'autorité, ce qu'on a pu appeler un acte de vérité, qui lui permet de restaurer sa dignité d'homme libre. Certes, il aurait pu mourir, mais il a vécu. Depuis juillet dernier, je le revois en consultation. Et quand j'ai commencé à le revoir, il avait toujours le même psychotrauma, mais petit à petit, nous avons, donc il a une sécurité maintenant, il doit rester en France, mais à quel prix? Parce qu'il est quand même extrêmement handicapé. Et on a pu mettre en œuvre un traitement par hypnose avec aide d'interprète. Et il semble que ça lui apporte enfin un peu de paix psychique. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait comprendre cette histoire qui nous interpelle? C'est la disparition de la parole dans notre, hélas, dans notre société. Et disparition de sa parole. D'abord dans l'aveu forcé qu'on voulait lui faire en Arménie, en lui faisant signer une lettre préfabriquée, dans le désaveu de la CNDA qui lui plaque sur son histoire des éléments de langage stéréotypés, faits non reconnus, pas de preuves, toujours la même chose dans les réponses de la CNDA. Et alors, le comble, dans la réponse des médecins experts, psychiatres en psychiatrie pour une expertise de psychiatrie, qui n'utilise même pas la parole et qui met des petites croix. Alors, moi, je pose la question. Quand la parole disparaît en psychopathologie, il est habituel de dire que c'est des violences. Des violences contre eux. Il faut parler pour qu'il n'y ait pas de violence. La parole disparaît, donc on provoque de la violence. Là, la violence d'Armand, qui est quelqu'un de très chrétien, très croyant, c'est une violence contre lui-même. Il s'est sacrifié pour sa parole, pour sa vérité. Mais si la violence avait eu lieu contre les autres, s'il s'était fait exploser quelque part, s'il avait voulu tuer la directrice de son foyer, comment auraient réagi les experts? Quelle serait leur responsabilité? Voilà, c'est les questions que je me suis posées devant cette négation, en quelque sorte, de la parole et de la vie des autres. Je vous remercie.